contre le terrorisme qui sévit au Nigeria. Permettez-moi de souligner, Monsieur le Président, que si la réponse au terrorisme est à court terme militaire, seul le développement économique et social nous permettra de l'endiguer. Si nous gagnons la bataille du développement économique et social, nous gagnerons celle contre le terrorisme dont le principal allié est la pauvreté. Monsieur le Président, en vous souhaitant à vous et à votre peuple un joyeux centenaire, permettez-moi de vous remercier pour l'hospitalité réservée à ma délégation et à moi-même. Je vous remercie. Oui, c'était là l'important discours prononcé par le chef de l'État à la conférence internationale d'Abuja. Communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, Messieurs, Mesdames, les députés, que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est convoquée pour le mardi 4 mars 2014 dans l'hémicycle place de la Concertation à partir de 10 heures. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, a procédé ce matin à l'hôtel Gawai au lancement du plan de réponse stratégique à 2014 pour les actions humanitaires au Niger. Ce plan de réponse vise à accompagner les efforts du gouvernement nigérien à soutenir les populations vulnérables. C'était en présence du coordonnateur du système des Nations Unies au Niger, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Aïchatou Moukela Issoufou Suleiman. Le Niger, c'est un rappel, fait face ces dernières années à des problèmes d'insécurité ou d'insuffisance alimentaire, d'inondation, et à cela s'ajoute l'afflux des retournés nigériens et réfugiés en provenance des pays voisins. Pour répondre à toutes ces situations d'urgence, le gouvernement nigérien, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers et l'appui d'autres bonnes volontés, continue de se mobiliser activement pour assister les populations affectées. Ceci a permis d'alléger les souffrances de près de 3 millions de personnes. La présente rencontre constitue un cadre pour le lancement de l'appel global 2014 pour le Niger en matière d'aide humanitaire. Occasion pour le gouverneur de la région de Niamey de faire la genèse de la situation alimentaire, nutritionnelle, sanitaire et de relogement des habitants de Niamey concernés. Des populations qui, grâce aux mesures d'urgence prises par les acteurs nationaux et internationaux, ont vu leur dignité restaurée. De par le présent appel, le Niger aura besoin de plus de 390 millions de dollars US pour contribuer à apporter une aide d'urgence conséquente à plus de 3,3 millions de personnes à travers le pays, dira le coordonnateur du système des Nations Unies au Niger. Dans l'actuel contexte qui caractérise le Niger, l'appel de fonds que nous lançons vise à assurer l'assistance humanitaire et à renforcer la résilience de millions d'hommes, de femmes et d'enfants vulnérables à travers le pays. Il vise également à soutenir le relèvement précoce, renforcer la passerelle établie entre le monde de l'humanitaire et celui du développement. Afin de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires actuels et à venir, la communauté humanitaire sollicite 390 922 652 dollars, soit environ 195 milliards de francs CFA, pour faciliter l'assistance humanitaire à 4 millions de personnes. Cela peut paraître beaucoup dans un contexte de crise, mais il s'agit de millions de vies humaines, d'enfants et de femmes, de populations vulnérables qui requièrent notre solidarité. Car chaque vie humaine, quel que soit son lieu d'habitation, compte. Il ne peut y avoir de développement humain si une bonne partie de la population ne jouit pas de ses droits fondamentaux et d'une vie digne. Cela n'est ni acceptable moralement, ni socialement. Le temps aussi joue contre nous. Il nous faut agir vite et maintenant. J'allais dire hier. Mais je suis parfaitement confiant que le Niger continuera de bénéficier de toute l'attention requise, malgré les innombrables sollicitations. Votre présence nombreuse ce matin en témoigne aisément. Nous vous demandons ces fonds, non seulement pour agir, mais agir mieux et vite.
Pour le Premier ministre chef du gouvernement, ce plan de réponse stratégique est en parfaite harmonie avec les différentes initiatives mises en place par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de santé des couches vulnérables. Je note que ce plan de réponse stratégique s'intègre parfaitement dans les planifications et les orientations stratégiques du gouvernement du Niger, notamment l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, les mesures envisagées suite au déficit céréalier et fourrager de la campagne hivernale 2013 et le plan national de soutien aux populations vulnérables. Ma présence à vos côtés doit être interprétée comme le signe de l'adhésion du gouvernement à votre initiative de mettre en place ce plan de réponse stratégique pour contribuer au développement de notre pays. Votre initiative est d'autant plus heureuse que le CAP se révèle aujourd'hui comme un véritable cadre de planification et de plaidoyer en faveur des populations vulnérables en vue de favoriser leur relèvement ou leur résilience aux crises et catastrophes. Cette année encore, le lancement de réponses stratégiques intervient à un moment où notre pays fait face aux effets cumulés d'un déficit céréalier de l'ordre de 343 500 tonnes et d'un déficit fourrager de plus de 6 millions de tonnes de matières sèches. En effet, les résultats de l'enquête de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire effectuée en novembre 2013 indiquent que 23,7% de la population sont en insécurité alimentaire. Il est également ressorti de cette enquête que la malnutrition aiguë globale a dépassé le seuil d'alerte de 10%. Il est également heureux de constater que le plan de réponse stratégique constitue une réponse de nos partenaires à l'appel lancé par le gouvernement en vue d'une forte mobilisation en faveur des populations vulnérables. Je sais que vous mesurez la dimension des défis à relever. Je sais également toute la détermination qui vous anime afin que cet objectif soit atteint. Je sais enfin que grâce à votre soutien constant et déterminé, les objectifs assignés à ce plan seront globalement atteints. Les différentes catégories de personnes ciblées dans le cadre de ce plan d'intervention stratégique sont les personnes en insécurité alimentaire sévère ou modérée, les enfants malnutris et les personnes déplacées suite au conflit. Cet après-midi, le chef du gouvernement a présidé la cérémonie de la rentrée solennelle 2013-2014 de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout comme nous reviendrons sur la signature il y a quelques instants d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN. Lancement officiel hier après-midi à Niamey dans le quartier Kwartagui de l'opération de vente de céréales à prix modéré. L'objectif est de faire face au déficit céréalier enregistré au cours de la campagne écoulée. C'est le ministre du Commerce par intérim qui a procédé au lancement de l'opération. Mahmoudou Idrissa Ousmane et Issoufou Suleiman. Le gouvernement du Niger, sous la conduite du Premier ministre Brigitte Raffini et les instructions du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a lancé l'opération de vente de céréales à prix modéré. Cette opération a été lancée cette année plus tôt que prévu par rapport aux années antérieures pour faire face urgemment au déficit céréalier suite à la mauvaise campagne agricole précédente. Ainsi, pour cette première phase, plus de 9500 tonnes de céréales composées de riz, mil, sorgho et maïs seront vendus à prix modéré, soit 13 000 francs le sac de 100 kg, et cela durant 6 mois sur toute l'étendue du territoire. L'objectif de l'opération étant de permettre aux populations vulnérables d'accéder de façon continue aux produits céréaliers et à moindre coût. C'est ainsi qu'il ressort de l'évaluation de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire effectuée par le système d'alerte précoce
que 3 778 890 personnes sont exposées à une insécurité alimentaire modérée, tandis que 418 724 personnes sont menacées par une sécurité alimentaire sévère. Pour faire face aux besoins des populations ainsi exposées au risque d'insécurité alimentaire, le gouvernement nigérien, avec l'appui des donateurs, a adopté un plan de soutien renfermant des actions diverses et complémentaires de résilience. Ce plan de soutien, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre des instruments de gestion des urgences alimentaires, programmés conformément au troisième axe stratégique de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, consacré à l'amélioration de la résilience des populations face au changement climatique, crises et catastrophes. Au nombre des mesures préconisées dans le dit plan de soutien figurent les opérations de vente de céréales à prix modéré, dont les bénéficiaires sont essentiellement les populations exposées au risque d'insécurité alimentaire. L'opération a été lancée précisément dans le quartier Kwarategui. La région de Niamey a bénéficié de 205 tonnes de céréales. Le gouverneur de la région a souhaité que l'opération se déroule dans de très bonnes conditions et dans la plus grande transparence. La région de Niamey avait accusé un déficit de 316 491 tonnes, mettant de fait près de 1 528 943 habitants dans une situation de vulnérabilité. Ce déficit est lié particulièrement à l'arrêt brusque des pluies au début du mois de septembre 2013 et aux inondations des cultures sur environ 863,5 hectares. Cette situation a amené les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a enclenché très tôt un programme d'aide aux populations vulnérables. Aussi, en plus du programme de culture irriguée initié par les autorités, aujourd'hui nous sommes venus ici pour procéder au lancement de la première phase de l'opération vente de céréales à prix modéré pour l'année 2014. C'est l'Office des produits vivriers du Niger, l'OPVN, qui est chargé de l'achat, du reconditionnement et de l'acheminement des produits sur toute l'étendue du territoire. Des comités sont mis en place pour assurer la distribution. Le ministre en charge des sports, Abdoul Karim Damalan, a animé ce matin une conférence de presse dans le cadre des préparatifs de la 35e édition du Sabran national qui aura lieu à Difa du 7 au 16 mars 2014. Il était question d'échanger sur les différentes innovations apportées à cette édition. Salamou Amadou. Sur initiative du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, le palais du 29 juillet abritera du 6 au 9 mars prochain la première édition du salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage à Sahel. Le point sur l'état des préparatifs et l'importance de ce salon pour le monde rural avec Issa Kaïssa et Mariam Dakou. Présenter au public les produits issus de l'agriculture et de l'élevage nigérien en vue de faire leur promotion tout en mettant l'accent sur les innovations faites. Ce sont là les raisons pour lesquelles le réseau des chambres d'agriculture du Niger-RICA envisage l'organisation de la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel. Le RICA entend donc organiser ces salons dans le seul but de donner de la visibilité aux potentialités agricoles nigériennes. Nous avons, depuis la création de RICA en 2006, nous avons participé à plusieurs salons internationaux. L'exemple salon de Paris, on a fait ça 3 fois. Puis on a fait aussi salon du Maroc, aussi 3 fois. On a fait salon Ferrade Dakar plusieurs fois. On a fait beaucoup de salons et nous avons dit que nous aussi, il faut quand même, comme nous avons déjà appris l'expérience de ces pays-là, nous avons décidé d'organiser cette année ces salons-là. Voilà. Et l'objectif, vraiment rendre l'honneur aux producteurs, surtout faire sortir encore une fois de plus le nom du Niger. À entendre les organisateurs, ce salon permettra de réorganiser le secteur du monde rural au Niger, ce qui du coup permettra de rehausser davantage sa participation au PIB national. D'abord, ce salon, c'est pour valoriser nos potentialités agro-silvopastorales.
Nous savons que nous sommes leaders sur le marché ouest africain. Nous sommes le premier exportateur en Afrique de l'Ouest. Pour l'oignon, nous sommes à 500 000 tonnes par an. Pour l'Ignébé, à peu près 1 million de tonnes. Et le bétail, nous exportons un nombre élevé de ruminants et du gros bétail. Donc déjà, nous sommes leaders. Mais pour être leader, nous sommes dans une économie globalisée, mondialisée. Il va falloir développer des stratégies pour maintenir ce leadership-là, en proposant de nouveaux produits. Parce que nous sommes déjà concurrencés sur l'oignon, violet de Galmi, nous sommes concurrencés sur le niébé, nous sommes concurrencés sur l'ail, nous sommes même concurrencés sur la viande. Donc, nous pensons que c'est une renaissance, ce salon-là, pour notre agriculture, de mieux se regarder, faire le point et envisager l'avenir avec plus de stratégies affinées qui permettront de répondre à la demande du marché, mais également qui permettront de répondre à la demande de la consommation nationale. Au comité d'organisation, toutes les dispositions sont prises pour permettre la réussite de cet événement qui a d'ores et déjà reçu l'adhésion des plus hautes autorités du Niger. Aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois qu'un comité a été mis en place pour l'organisation de ce salon. Ce comité a travaillé toutes les semaines jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu merci, aujourd'hui on est en phase finale parce que ce n'est à une semaine du salon. Et vraiment, toute l'organisation est bien partie. On est presque vraiment à la fin de tout, puisque d'ici dans une semaine, ça sera l'ouverture. Au niveau des régions aussi, ça fait plus de 2 mois que des ressources ont été mises à la disposition de ces régions pour que chaque région puisse s'organiser. Et déjà, les régions sont en train de s'organiser pour sélectionner les produits qui seront présentés. Donc, toutes les régions ont eu vraiment, à part l'appui de l'État, ont eu aussi l'appui des partenaires pour que ces salons-là soient vraiment une réussite. Et bien, comme vous le savez, les salons, c'est aussi comme une foire, il y aura des prix. Donc, et tout ça, là, les gens sont en train de faire les sélections dans les régions pour présenter des bons produits. Le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, c'est donc du 6 au 9 mars prochain. Oui, je le disais à l'instant, le ministre en charge des sports, Abdelkarim Damalan, a animé ce matin une conférence de presse dans le cadre des préparatifs de la 35e édition du Sabre national qui aura lieu à Difa du 7 au 16 mars 2014. Il était question d'échanger sur les différentes innovations apportées à cette édition. Salam Amadou. Éclairer la lanterne des Nigériens sur les innovations majeures du sport roi et qu'elles vont être appliquées sans aucune restriction, c'est là la raison de la conférence de presse que le ministre en charge des sports, Abdelkarim Damalan, a animée à son cabinet à une semaine de l'ouverture de la 35e édition du Sabre national qui a pour l'édition 2014 comme thème paix et cohésion sociale. Cette 35e édition est une innovation dès l'instant où elle fait appel à l'application pour la première fois donc d'un code national révisé et mis en circulation depuis le mois de décembre passé après un atelier de validation et une vulgarisation sur l'ensemble du territoire nigérien par des équipes qui sont allées sur 3 axes: l'axe Niamey-Tillabéri, Dosso, l'axe Maradi-Zender-Difa et l'axe Tawa-Agadez. Ils sont revenus et vous voyez également au niveau des médias tout le tapage que nous avons conseillé de faire dans le cadre en tout cas de la prise totale en charge des nouvelles dispositions donc contenues dans ce code national. Le sabre est national, a martelé le ministre, donc les lutteurs se doivent d'être nigériens. Et pour cette innovation, à l'instar de tout le code d'ailleurs, il ne sera fait aucune dérogation car le code revu a fait l'objet d'une large vulgarisation dans toutes les régions. Le sabre national est vraiment, comme le dit son nom, le sabre national. C'est-à-dire, peuvent participer à ce sabre-là que des Nigériens à part entière. Des Nigériens, donc, ayant une nationalité nigérienne, un certificat de nationalité nigérienne,
mieux, pas un certificat de nationalité qui a été fait 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois avant la lutte traditionnelle. Là, on sait à quelle fin ce certificat de nationalité a été. Alors, ce que je tiens à dire ici, c'est que ce code-là sera appliqué dans sa plénitude. Vraiment, il n'y a pas de sentiment. Le code, c'est la loi de la lutte traditionnelle. Et nul n'est censé ignorer la loi. Ce championnat, nous demandons à toutes les régions d'intégrer ce code, de l'accepter, ce qu'ils ont déjà fait, je suppose. Pour cela, nous avons, avec l'aval du ministère de l'Intérieur, envoyé une correspondance à tous les gouverneurs pour dire que nous tenons à l'application stricte de ce code-là. Et que les contrevenants, en tout cas, seront exposés devant la rigueur de la loi. S'il y a 2 régions, je dis bien 2 régions, qui remplissent les conditions, la lutte se fera autour de ces 2 régions-là. Il n'y a pas qu'une région nous fasse du chantage pour dire, moi, si vous ne faites pas ceci, je me retire. Alors, nous ferons avec les 2 régions qui seront loyaux vis-à-vis des textes qui se sont librement donnés. L'objectif de tout ceci, a conclu Abdelkarim Dammalam, c'est que la lutte soit à nouveau le sport de tous les Nigériens, un sport fédérateur et unificateur. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera demain, 1er mars, la journée internationale de la protection civile, placée cette année sous le thème « La protection civile et la culture de la prévention pour une société plus sûre ». Ainsi, comment se présente la situation de la protection civile au Niger, élément de réponse dans ce reportage de Zikri Ali et Roa Maman. La journée internationale de la protection civile a été instaurée par l'Organisation internationale de la protection civile. Elle est célébrée cette année sous le thème « La protection civile et la culture de la prévention pour une société plus sûre ». Le terme de protection civile désigne la protection des populations contre les calamités naturelles. Au Niger, la question de la protection civile est prise en charge par la Direction générale de la protection civile. Structure rattachée au ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique, la direction a pour mission principale d'assurer la protection des personnes et de leurs biens en cas de catastrophe naturelle ou due aux faits de l'homme. Cela va des accidents de circulation, aux incendies, aux inondations, à l'assistance aux personnes, représentation, et quand il y a des manifestations sportives ou culturelles. Donc, fait de gaz, etc. La Direction générale de la protection civile s'appuie sur son bras armé, qui est donc le corps de sapeurs-pompiers militaires, pour pouvoir mener à bien ces missions, n'est-ce pas, sur le terrain. Donc, un corps qui est unique, n'est-ce pas, hiérarchisé, avec une structure efficace, amplement expérimentée. Au cours de ces dernières années, de nombreuses activités ont été menées dans le cadre de la mission assignée à cette institution, notamment suite aux inondations et incendies survenus à travers le pays. Récemment, la Direction de la protection civile a joué un rôle non moins négligeable dans le rapatriement des ressortissants nigériens résidant en République centrafricaine. En 2012, nous avions eu globalement 7611 interventions. Mais en fin d'année dernière, nous sommes passés pratiquement au double, soit à 13 296 interventions, donc une augmentation de plus de 50%. Les efforts du Niger ont été d'ailleurs récompensés à travers le colonel-major Mahaman Laminou Moussa, directeur général de la protection civile ayant été distingué chevalier de l'Ordre international de la protection civile le 20 février 2014 par l'Organisation internationale de protection civile pour services rendus. Il est à noter que la protection civile est une affaire de prise de conscience et par conséquent les populations se doivent de bannir certains agissements tels que les fausses alertes qui causent des pertes et souvent mettent en péril la vie des véritables victimes.
Le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a entamé hier une visite de supervision des journées nationales de vaccination au niveau des formations sanitaires de Balayara, Filengi, Walam et Tilabiri. Il est accompagné dans ce déplacement des autorités administratives de la région de Tilabiri, des cadres techniques de son département ministériel et du représentant de l'OMS au Niger. Le compte-rendu de Sabi Bouda et Chibono. Il s'agit au cours de ce déplacement du ministre Mano Agali de rencontrer les agents de santé et s'informer de leurs conditions de vie et de travail. Première étape, le CSI de Damana, créé en 1951, reconstruit en 1997 et réhabilité en 2013. Les maladies du moment sont le paludisme, la pneumonie, la toux, le rhume, les affections dermatologiques, les conjonctivites, les diarrhées et les infections urinaires. 30 à 40 consultations sont enregistrées par jour selon les périodes de l'année. En rencontrant le personnel des problèmes de logistique d'adduction d'eau pour le CSI et les cases de santé, l'électrification et les logements des agents de cases de santé ont été posés au ministre Mano Agali. En réponse, le ministre a assuré ses agents de trouver très rapidement des solutions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et les a exhortés à respecter scrupuleusement les horaires de travail pour mieux répondre aux nombreuses sollicitations des patients. Avant de poursuivre sa mission, le ministre Mano Agali a rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton du Tondikandia, Idrissa Oumarou Kounchi. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à la case de santé de Kobi, fonctionnelle depuis 2006. Elle sera transformée bientôt en CSI de type 2. L'assurance en a été donnée par le ministre de la Santé publique à la grande satisfaction des populations qui, par la voix du député national Amadou Salah, s'est engagé à construire la clôture de cette case de santé. À son arrivée à Filengue, le ministre Mano Agali a visité plusieurs services du district sanitaire, de la salle d'aiguillage en passant par la salle d'observation des malades, la consultation médicale, la pharmacie, le laboratoire et plusieurs autres services avant de rencontrer le personnel à qui il a exprimé ses félicitations et encouragements pour l'accomplissement de leur mission, à savoir soigner les Nigériens conformément à leur serment. Les problèmes recensés ici ont pour nom vétusté et insuffisance du parc auto, le manque d'électrification dans plusieurs cases de santé et surtout un manque de climatisation à la morgue de l'hôpital de Filengue, une insuffisance du personnel et l'appareil de radiologie tombé en panne depuis mai 2013. Après un échange entre la délégation ministérielle et le personnel qui s'est déroulé dans une bonne ambiance, des solutions seront trouvées au niveau local, régional et national, a dit le ministre Mano Agali. Suite et fin de la visite de travail de la ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale de Burundi au niveau de la région de Dosso, elle a rencontré les personnes handicapées, celles vivant avec le VIH-Sida et les femmes qui évoluent dans le domaine de l'extraction de l'arachide. Détail Ali Hachim Mourabdou. Première étape de cette visite au niveau de la commune urbaine de Dosso, la poissonnerie où les vendeuses organisées en groupement font leurs transactions entre Ouna et Bumba, village riverain de Dosso et Falmey. Malgré la distance et les frais de transport, les prix des poissons sont abordables et d'air bon marché pour les amateurs. Au niveau de l'atelier de couture, la ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale du Burundi et le ministre de l'emploi du travail Ada Salissou ont rencontré les femmes malentendantes qui suivent une formation en couture avec l'appui du projet CBM
puis discuter avec les membres du bureau de l'association des personnes handicapées de la région. Entre autres préoccupations soulevées, le problème du manque de sièges propres, l'insertion des jeunes handicapés formés et surtout le recrutement à la fonction publique. Sur place, Ada Salissou a expliqué que les autorités de la 7e République font de gros efforts en ce sens et leurs doléances seront examinées pour leur trouver des solutions. Au niveau du groupement féminin d'extraction d'huile d'arachide de Dosso, la ministre de la fonction publique de travail de Burundi a été émerveillée par la technique de transformation d'arachide. Sur place, elle a déposé sa veste de ministre pour prendre part à une partie de travail d'écrasement et de cuisson de grains d'arachide. Geste qui a été vivement applaudi par les femmes membres du groupement. La délégation ministérielle devait par la suite échanger avec les personnes vivant avec le VIH-Sida de la région de Dosso. Selon leur porte-parole, la région compte 681 cas de personnes infectées, parmi lesquels 12 enfants, et d'ailleurs 60% de ces cas sont des femmes. Cet échange a permis de faire la lumière sur les appuis apportés par les partenaires, l'État et les autres bonnes volontés dans l'élan de combattre cette maladie et surtout de réduire sa propagation. Autre visite, l'inspection du travail de Dosso. Là, les deux ministres ont posé plusieurs questions relatives à l'emploi, le travail dans la région de Dosso et surtout encourager le personnel qui, malgré les moyens limités, fait un travail remarquable. Sachez avant de terminer que la ministre de la fonction publique, du travail, de la sécurité sociale du Burundi et le ministre de l'emploi, du travail Ada Salissou et les autres membres de la délégation ont rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan de Dosso, Germakoy Medanda Sedou, à qui d'ailleurs ils ont transmis les plus vives et sincères salutations des plus hautes autorités des deux pays, à savoir le Burundi et le Niger. Agadez, le ministre de l'élevage, était tout récemment à Iférouane dans le cadre du festival de l'Aïr. Il a visité en marge des festivités la direction départementale de l'élevage. Mahamana El Hadji Ousmane est allé s'inquérir du fonctionnement de ce service et l'avancement des travaux de réhabilitation du bureau en cours d'exécution. Mohamed Madou, Nassur Nagagri. Éclairer la lanterne des niches. Le ministre de l'élevage, M. Mahaman El Hadji Ousmane, a mis à profit sa présence à Iférouane pour visiter en marge des manifestations de la 10e édition du Festival de l'Aïr la direction départementale de l'élevage, un service de concentré de l'État dont les bâtiments de type construction sans bois sont réhabilités grâce à un fonds de 10 millions de francs CFA octroyé par le niveau central. Le ministre commence sa visite par la chaîne de froid du dispositif de conservation des vaccins et d'autres produits biologiques. Alimentée par énergie solaire, la cellule dispose de moyens de fonctionnement conséquents, à en croire son responsable. Le magasin Aliments pour bétail, visité en seconde position, renferme 30 tonnes de tourteaux. Des livraisons supplémentaires de sondes de blé attendues incessamment compléteront les stocks disponibles, mais la vente des intrants zootechniques n'a pas encore démarré. À ce sujet, le ministre de l'élevage, face à la forte demande, préconise de favoriser les éleveurs vulnérables à faible revenu. S'agissant des fonds alloués pour la réhabilitation des locaux et la construction du mur de clôture, le ministre Mahaman El Hadji Ousmane a été surpris d'apprendre que le directeur départemental a décidé unilatéralement d'y intégrer l'adduction d'eau potable et l'électrification, une initiative prise au détriment de la qualité des travaux planifiés au départ en vue de mettre les agents dans de bonnes conditions de travail. Par rapport à la campagne de vaccination couplée au déparasitage, la direction départementale de l'élevage d'Iférouane a bouclé ses activités. Les équipes déployées sur le terrain ont pu vacciner 40 000 têtes de petits ruminants et déparasiter 14 000 autres. De plus, 249 chameaux ont été vaccinés contre la pastorose caméline. L'on retiendra des explications fournies au ministre Mahaman El Hadji Ousmane que l'opération s'est globalement bien déroulée dans le département d'Iférouane. Pour sa part, la ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim, a procédé ce matin au lancement d'une séance de salubrité dans l'enceinte de son ministère, opération qui s'étendra aux différents services rattachés du ministère. Je voudrais tout d'abord remercier tous les agents et les cadres du ministère qui ont répondu à cette invitation. Vous vous souvenez, le 11 février passé, le gouvernement a lancé une vaste opération de salubrité. Le gouvernement, à travers le ministère de la salubrité urbaine et de l'environnement, a lancé cette opération
Et nous avons emboîté le pas à ce ministère pour rendre notre cadre de vie et notre cadre de travail assez propre. Et ce n'est pas une activité donc ponctuelle qu'on va abandonner. On va l'inscrire donc dans une perspective de durabilité, une activité qui sera pérenne. Et pour cela, nous allons prendre les dispositions pour que les services déconcentrés, les services centraux d'abord, les services déconcentrés du ministère, les inspections, les directions régionales et les établissements continuent aussi dans cette même lancée. Donc entretenir le cadre de travail et le cadre de vie donc, de tous les agents du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est une activité qui doit se poursuivre au niveau des établissements publics, au niveau des services déconcentrés du ministère. L'appel a été lancé pour que nos villes et nos campagnes soient propres, pour qu'il y ait l'hygiène et l'assainissement au niveau de tous les services, au niveau de notre cadre de vie, que ce soit donc dans nos domiciles. Donc c'est cet appel que nous lançons également donc, à tous les cadres ici présents pour que cette activité continue. Exemple donc à suivre. Le gouverneur de la région d'Agadez a procédé ce matin à la remise de 168 motopompes de l'État avant d'aller encourager les lutteurs devant représenter la région à la 35e édition du championnat national de lutteurs prévu à Difa. Moussa Efale, Malika Abdraman. Il convient de rappeler que ces 168 motopompes qui se font propres de l'État rentrent dans le cadre de soutien à la campagne agricole. Cet appui d'une importance capitale est destiné aux zones de production agricole de la région d'Agadez. En remettant ce matin cet appui de l'État, le gouverneur de la région d'Agadez, qu'accompagne le président du conseil régional Mohamed Anako, les secrétaires généraux de la région d'Agadez, a tenu à remercier le gouvernement de la 7e République dans le cadre de sa politique de l'initiative 3N. Je remercie le gouvernement qui, dans le cadre de sa politique d'initiative 3N, en tout cas, ne cesse de mettre les efforts pour que l'agriculture sur la base de l'irrigation soit une réalité dans notre pays et particulièrement dans notre région. Par ailleurs, le gouverneur de la région d'Agadez est allé encourager et prodiguer par la même occasion des sages conseils aux lutteurs qui seront les ambassadeurs de la région d'Agadez au 35e championnat de lutte traditionnelle qui aura lieu courant mars à Difa. Le colonel-major Garba Makido a été attentif à leurs conditions physiques et de santé. Les gouverneurs d'Agadez, relayés par le président du conseil régional Mohamed Anako, ont pris tour à tour la parole pour lancer un appel pressant aux lutteurs afin de nous gratifier d'une lutte dans l'honnêteté et le fair play, car ils seront dans quelques jours dans la région de Difa. La région d'Agadez, faut-il le rappeler, a remporté les sabres 3 fois par la Minoumaï Daba.